Bonjour et bienvenue sur le podcast de Tout droit tout simple. Le podcast qui aide les étudiants et les jeunes juristes à découvrir les métiers du droit et décoder le monde de l'entreprise. Je suis Delphine Bordy, ancienne avocate et directrice juridique depuis plus de 20 ans et également formatrice et créatrice de contenus digitaux. Je vous propose de rencontrer des personnalités du monde du droit qui s'expriment en toute franchise sur la vision de leur métier et leur quotidien. Une grande source d'inspiration pour tous les étudiants et ceux qui cherchent leur voie et un excellent moyen de découvrir le monde professionnel. Aujourd'hui, j'accueille Laure Lavorel, présidente du Cercle Montesquieu, association des directeurs juridiques. Laure a exercé comme avocate, puis a rejoint l'entreprise pour devenir directrice juridique. Elle a aussi été juge au tribunal de commerce de Paris. Au-delà de son parcours très riche, Laure souhaite que le métier de juriste d'entreprise en France évolue pour créer un statut d'avocat en entreprise. Bonjour Laure et merci d'avoir accepté mon invitation pour ce 20e épisode du podcast Tout droit tout simple. Alors je suis très heureuse de ta venue, tout juste une semaine après les débats du Cercle, qui sont un rendez-vous incontournable pour tous les professionnels du droit et qui, cette année encore, ont proposé des conférences passionnantes. Alors, tu vas aujourd'hui nous parler de ton parcours, de ta vision du métier et du combat aussi que tu mènes avec les juristes et les associations pour créer un statut d'avocat en entreprise. Alors, avant tout, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter brièvement et retracer ton parcours en quelques mots? Bien sûr, Delphine, merci de me recevoir. Merci à Tout droit tout simple de m'accorder un peu de temps aujourd'hui. Je suis vraiment contente d'être présente et de pouvoir discuter des différents sujets qui animent les directions juridiques. Comme tu le dis, oui, je suis présidente de l'association Le Cercle Montesquieu, qui est l'association des directeurs juridiques français. Et la voix des directeurs juridiques, comme des juristes d'entreprise, n'est parfois pas assez audible et c'est une occasion formidable. Donc, merci encore à Tout droit tout simple de me recevoir. Tu m'as demandé mon parcours. Alors oui, bien sûr, je pense qu'il c'est important d'incarner la fonction. Tout simplement, comme 50% des membres du Cercle Montesquieu, je suis au départ avocat. J'ai prêté serment en 1992 et j'ai exercé pendant une huitaine d'années dans différents cabinets d'affaires avec une expérience internationale d'une année à New York. Et puis, à l'époque, les nouvelles technologies étaient un secteur en devenir, ce qui m'a conduit à aller en entreprise pour exercer le métier de juriste d'entreprise, directeur juridique, notamment chez Oracle France et puis chez CA Technologies. Et durant toutes ces années, je suis toujours dans l'entreprise aujourd'hui puisque je suis encore directeur juridique, j'ai également eu l'occasion d'avoir un mandat de 5 ans en tant que juge au tribunal de commerce de Paris. Donc, un parcours d'avocat, de juge consulaire et de juriste d'entreprise. Et j'aime beaucoup dire aussi, parce que les femmes doivent revendiquer cette double appartenance, je suis aussi mère de famille de 3 enfants. D'accord. Et pourquoi, en fait, tu as souhaité quitter le barreau pour aller en entreprise? Ça a été quoi ta motivation principale? Alors, je n'ai pas quitté le barreau. J'aurais jamais quitté le barreau parce que j'adorais ce métier. J'avais la robe chevillée au corps. Donc, j'ai juste voulu, en fait, aller apprendre le métier de la tech, comme on l'appelle aujourd'hui. À l'époque, on appelait ça l'informatique. Lorsque je me suis intéressée à ces sujets, on est dans les années 1998, c'est le début de l'e-commerce en France. Aux États-Unis, dont j'en revenais à l'époque, c'était beaucoup plus développé, mais en France, on commençait à voir apparaître des startups dans le domaine de l'Internet et il y avait très peu de réglementation et pratiquement pas de spécialistes. Il y avait quelques avocats sur la place de Paris, mais il était difficile d'apprendre cette matière dans les cabinets d'avocats. Le barreau n'était pas du tout équipé à l'époque de professionnels spécialisés. Et j'ai simplement, sans vouloir quitter le barreau, décidé d'aller apprendre ce qu'était la tech dans une entreprise, donc chez Oracle, avec la ferme intention de retourner au barreau, puisque c'était un métier d'avocat que j'ai beaucoup aimé. Et en fait, j'ai juste décidé de ne pas revenir finalement parce que j'ai découvert un métier encore plus passionnant qui est le métier de juriste d'entreprise. Alors, en juillet 2019, tu deviens effectivement, comme tu l'as dit, présidente du Cercle Montesquieu, qui est l'association des directeurs juridiques. Quel était alors ton programme et les objectifs que tu t'étais fixé pour ton mandat de 3 ans, je crois?
Alors, c'est un mandat de 3 ans exactement, qui sera achevé en juin 2022. Et oui, j'ai dû défendre un programme parce que ça, Montesquieu, on doit se faire élire pour devenir président. Et globalement, les piliers de l'action que j'avais décidé de proposer et qui soutenaient ma candidature étaient, j'allais dire, d'accompagner, d'aider les directeurs juridiques et les directrices juridiques dans la transformation que leur département ou que les entreprises étaient en train de vivre. On assistait déjà, et la pandémie n'a fait qu'amplifier un phénomène, ne l'a pas créé, on assistait à la transformation numérique donc des entreprises et donc des directions juridiques, à l'accélération de la globalisation du droit qui était la conséquence directe de la mondialisation des échanges, et en même temps une espèce de radicalisation régionaliste, j'allais dire, avec des réglementations de plus en plus contraignantes dans certains pays, que ce soit dans le bloc Europe ou dans certains pays d'Amérique du Sud ou d'Asie, plus à l'époque qu'aux États-Unis. Et puis, donc ça, c'était vraiment donc cet accompagnement des directions juridiques. Il fallait que le CERF Montesquieu soit capable de fournir des outils et aussi puisse proposer des groupes de travail, des groupes de réflexion sur ces sujets-là. Et aller avec les nouveaux métiers du droit dont on va reparler, mais qui sont ce qu'on appelle legal operation, la compliance. Donc vraiment, ce que je voyais en fait en 2019 quand j'ai été élue, c'était un tournant assez important de notre trajectoire en tant que directeur et directrice juridique, et donc la nécessité absolue de redéfinir nos missions. D'accord. Et alors, il y a un sujet qui a été très débattu, c'est le sujet de rapprochement des professions. Et il est si important d'ailleurs que ça fait 20 ans, même plus qu'on en parle. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les enjeux et les étapes majeures et les acteurs qui ont pris part à ce débat? Alors, les enjeux, ils sont très simples. Les enjeux, c'est créer une communauté de juristes. En fait, si on utilise un petit peu de bon sens, on ne peut que constater que les avocats, les directeurs juridiques, les magistrats, les huissiers, en réalité tout le monde, nous exerçons tous un métier qui est le métier de praticien du droit. Nous sommes tous des juristes. Simplement, en France, ce qui est le cas dans peu de pays, malheureusement, c'est le cas en France, on est très fragmenté. Alors, dans beaucoup de pays, notamment anglo-saxons, mais pas seulement, les avocats exercent soit en entreprise, soit en cabinet. C'est ce qu'on dit aux États-Unis, on appelle ça in-house ou external lawyer. Et les in-house, qui sont en fait les juristes d'entreprise, appartiennent à un barreau ou un statut particulier bien défini, et qui s'accompagnent d'un privilège qui n'est pas un privilège, en fait, qui est un outil extrêmement efficace d'exercice de notre profession, qui est la confidentialité des avis. En France, comme en Italie d'ailleurs, il y a quelques exceptions en Europe, il n'y a malheureusement pas de statut particulier pour les juristes d'entreprise, et ceux-ci n'ont donc pas la capacité de travailler sous un couvert de confidentialité, et ce qui est extrêmement regrettable. Et pourquoi c'est regrettable? Parce que, encore plus aujourd'hui avec les métiers de la compliance, on comprend que le juriste d'entreprise peut jouer un rôle préventif de commission d'infraction extrêmement important. Je crois que c'est Michel Sapin qui a dit lui-même que le juriste d'entreprise devait être considéré comme un auxiliaire de justice. L'objectif n'est pas d'arriver pour les enquêteurs, me semble-t-il, à prendre le maximum de délinquants les doigts dans la confiture, et donc d'être capable de mener à bien des enquêtes sur un nombre important d'infractions. L'objectif commun d'intérêt public, me semble-t-il, devrait être de faire diminuer le nombre des infractions en entreprise. On sait que en droit pénal des affaires, l'élément intentionnel est quand même rarement nécessaire pour considérer que l'infraction est réalisée, et qu'à part quelques rares délinquants notoires, la plupart des infractions d'entreprise sont commises de bonne foi. C'est pour ça que la prévention est très importante, mais elle est difficile à mettre en place lorsque la direction juridique
n'est pas couverte par un secret parce qu'elle craint bien évidemment que ces recommandations, ces directives deviennent des preuves, des armes redoutables qui puissent être utilisées un jour contre l'entreprise elle-même. Et quelles étaient, d'après toi, les fortes oppositions à ce rapprochement justement des professions? Quels étaient les arguments en fait en face? Alors, les arguments, il y a différents types d'arguments. D'abord, je dirais qu'en France, on aime bien être différent. Et je trouve que l'exception culturelle, c'est quelque chose de formidable. De dire qu'en France, on a un savoir-vivre unique, c'est merveilleux. En revanche, en matière économique, être différent, c'est jamais bien. Et il faut que la France vraiment soit capable de faire sa révolution culturelle sur quand a-t-on envie d'être unique au monde et différent? Je ne pense certainement pas que lorsqu'on travaille sur des matières économiques. Donc, il y a un peu cette idée-là du français fraudeur qui n'a pas du tout l'intention de faire comme tout le monde. Et puis, il y a des forces en présence. Il y a d'un côté, je l'ai indiqué à l'instant, l'inquiétude des enquêteurs dans ce qu'ils croient être une diminution de leur pouvoir d'enquête. Alors, encore une fois, il vaut mieux prévenir que guérir, mieux prévenir que sanctionner, dirais-je. Deux, aux États-Unis, les enquêteurs ont une puissance de frappe phénoménale et pourtant, on peut leur opposer ce qu'ils appellent eux le legal privilege. Donc, je ne crois pas que ça diminue en quoi que ce soit la force de frappe d'un FBI, par exemple. Et puis, il y a aussi l'idée que la France est un pays qui est mal classé dans les rankings internationaux qui notent les pays en termes de corruption et que ça ne ferait qu'aggraver les choses. La réalité est que quand on regarde les rankings, on est en 23e position, la France, donc c'est quand même pas terrible. Ça ne s'est pas amélioré depuis 2 ans, 3 ans maintenant que la loi Sapin est en place. Et dans cette fameuse liste des pays des plus vertueux aux moins vertueux, qu'est-ce qu'on découvre? Que les pays en tête de liste sont souvent les pays dans lesquels les juristes d'entreprise ont le statut d'avocat. Donc, l'idée de dire ça serait un coup porté à la lutte contre la corruption que de donner le secret professionnel des juristes d'entreprise, en fait, j'allais dire en comparaison de nos camarades internationaux, cette idée ne tient pas. Et puis la dernière, j'allais dire, force d'opposition, elle est à trouver chez nos amis avocats. J'ai nos amis parce que j'en ai beaucoup et qu'encore une fois, 50% d'entre nous au cercle sont des anciens avocats, mais pas les avocats avec qui on travaille. De manière tout à fait illogique, les avocats qui sont tout à fait anti-réforme et qui ne souhaitent pas nous accueillir dans leur barreau sont, de manière sociologique, ceux qui pratiquent le droit de la famille ou le droit pénal, alors même que les praticiens de droit des affaires, de droit commercial, qui pourraient être ceux qui se feraient du souci, qui devraient se faire du souci si nous intégrions leur rang, ceux-là sont très majoritairement en soutien d'une intégration des juristes d'entreprise dans les barreaux. Tout ça pour dire que je pense qu'il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de fantasmes, mais qu'en réalité, aucun ne résiste à une analyse logique et rationnelle. Le vrai problème, il est, en tout cas chez les avocats, à chercher dans leurs difficultés aujourd'hui. Il ne faut pas minimiser ce que traverse aujourd'hui la profession d'avocat. Pour ceux qui ont lu le rapport Perben, on comprend que la profession s'est paupérisée. Il y a beaucoup d'avocats qui sont malheureux. Et je pense que quand on est malheureux, on n'a pas envie d'aller de l'avant et on a peur de faire rentrer un concurrent, croit-on, qui n'en est pas un, évidemment. Oui, c'est ça. Voilà. Parce qu'en fait, parmi les avocats ou même le barreau, certaines instances représentatives ont été plutôt réticents à ce nouveau projet de loi et d'autres pas du tout. Donc, même entre eux, j'allais dire entre avocats, il n'y a pas eu forcément un consensus là-dessus. Le nouveau projet de loi, il a été soumis en janvier, je crois, 2021 et en mars, finalement, le ministre Éric Dupond-Moretti décide d'enterrer le projet de loi parce que absence de consensus sur le projet. Mais finalement, pourquoi il n'y a pas eu de consensus et quelles instances ont bloqué et pourquoi elles ont bloqué? Est-ce qu'entre elles, il y a vraiment eu si j'ose dire, des clans très, très fermés ou finalement, c'était pas si simple que ça, même entre eux?
Non, alors je ne sais pas parce que moi je ne me mêle pas de ce qu'ils font entre eux, hein. Ce que je peux voir quand même, c'est qu'il y a d'un côté les instances dites représentatives, parce que certes élues, mais qui représentent une certaine partie de la population et qui sont en général des avocats d'une génération installée et qui est assez prospère et qui n'est pas nécessairement très représentative des jeunes générations. Et de l'autre côté, vous avez les syndicats. Et les Ouais. syndicats, eux, étaient très divisés et nombreux étaient ceux qui soutenaient le projet. En fait, il y a quand même, c'est quand même un hold-up. Le fait que je vais être un petit peu sévère avec nos amis avocats, mais le fait que les instances représentatives nationales aient majoritairement souhaité que le projet soit enterré, elles ont un peu procédé sous forme de hold-up parce elles privent d'avenir en fait les jeunes. Parce que soyons pragmatiques, parce qu'en France on aime beaucoup parler à travers des grands principes, mais on ne voit pas les choses concrètement. Concrètement, cette réforme, elle aurait permis à des jeunes elle aurait permis à terme, je pense, à tous les jeunes gens d'avoir une seule école commune, mais ça, bon, c'était encore pour l'instant de la prospective, mais du moins, elle aurait au moins déjà permis à des jeunes avocats, des jeunes qui ont prêté serment, d'aller passer quelques années en entreprise et de faire des va-et-vient avec le barreau et vice-versa peut-être. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit sur les marchés, sur le marché du droit? C'est que les entreprises embauchent à tour de bras, surtout l'après-Covid a créé un appel d'air, et tant mieux pour nous. Donc nos jeunes juristes, ils sont chassés, embauchés et augmentés, donc c'est formidable. Et cet appel d'air ne bénéficie pas nécessairement aux jeunes avocats. Alors, ils pourraient bien sûr postuler dans les entreprises. Simplement, ils n'ont pas l'idée de le faire parce qu'ils ont l'impression qu'il faut qu'ils se défroquent, qu'ils enlèvent leur robe et qu'ils changent de carrière. Alors que si on avait levé ce frein psychologique, tous les avocats qui ont besoin de trouver un job auraient pu être accueillis avec facilité et d'autre part, sans avoir besoin de chercher un job, aller apprendre le métier des entreprises. Parce que je crois que fondamentalement, l'erreur la plus grossière, mais finalement celle qui résiste, celle qui du moins crée cette ambiguïté et donc qui est la mère peut-être de tous les conflits, de toutes les batailles, c'est que les avocats ne comprennent pas qu'en fait, nous ne sommes pas leurs clients. Je pense que nous servons, nous, les directions juridiques, le même client que les avocats, en tout cas en droit des affaires, qui s'appelle l'entreprise. Et il est important que les directions, que les jeunes avocats apprennent le métier de leurs clients. Encore une fois, leurs clients étant les entreprises du secteur de la pharmacie, de la banque, de l'énergie, de la grande distribution, que sais-je. D'autant plus, et ça j'insiste parce que c'est quelque chose que les avocats ne voient pas, sauf certains cabinets très spécialisés, aujourd'hui le droit ne se définit plus tant par practice, par domaine d'activité. J'entends droit de la concurrence, droit des contrats, mais se définit par secteur industriel. Et j'insiste vraiment là-dessus parce que dans les entreprises où nous sommes un bon observatoire, on le voit depuis des années. Donc aujourd'hui, que se passe-t-il? Une entreprise qui a besoin des services d'un avocat, elle ne va pas voir le cabinet lambda qui fait du droit des affaires, que ce soit du contentieux, des contrats ou autre. Elle va voir le cabinet d'avocats spécialisé en droit de la santé si elle est une entreprise de santé. Elle va voir le cabinet d'avocats spécialisé dans le domaine de l'énergie si elle est une entreprise pétrolière. Et elle va voir le spécialiste des technologies, des nouvelles technologies, si elle fabrique du logiciel ou des services cloud. Et donc, un avocat qui passerait toute sa vie, toute sa carrière dans un cabinet, n'aurait jamais la capacité d'apprendre et de développer cette expertise. Donc aujourd'hui, moi, je vais jusqu'à dire, et c'est ce que je dis aux jeunes qui viennent me voir, aux jeunes avocats, qui ne cherchent pas forcément de déboucher dans l'entreprise, qui sont brillants, qui sont les meilleurs, je leur dis, mais faites vos armes un peu en cabinet, il y a des merveilleuses choses à apprendre, la méthodologie notamment, la force de travail, mais allez en entreprise, sinon jamais, jamais, vous n'aurez les plus beaux clients de la place, jamais. Et derrière ce sujet d'avocat en entreprise, il y avait aussi, il me semble dans le débat, le sujet de l'indépendance de l'avocat par rapport à ses clients, alors que les opposants, si je puis dire, au projet disaient, bah, les juristes d'entreprise, eux, ne sont pas indépendants puisqu'ils sont en situation de subordination.
Évidemment, c'est un débat qui peut être, à mon avis, largement contredit, mais quel est ton sentiment là-dessus? C'est un faux nez parce qu'on sait très bien que les cabinets, les gros cabinets par exemple, peuvent être monoclients, donc quelle est l'indépendance? Mm. Moi-même, j'ai été collaborateur, je ne me suis jamais sentie indépendante. J'étais en profession libérale, certes, mais ça ne me serait pas venu à l'idée de refuser un dossier. Ce n'était pas envisageable dans les cabinets où j'étais d'évoquer une clause de conscience. Peut-être que le cas ne s'est pas présenté non plus, mais Ou parfois même de développer sa clientèle parce qu'on a trop de sujets, trop de ah bah, dossiers par ailleurs. en droit des affaires, c'est impossible et c'est même pas souhaitable, on le souhaite pas parce que donc tout ça est totalement artificiel. Les avocats, enfin artificiel, et ça ne pose pas de problème, mais en tout cas, il n'y a aucune différence entre un collaborateur, en tout cas dans sa façon de penser, qu'il soit dans un cabinet et dans une direction juridique. Et à l'inverse, croire qu'un directeur juridique n'est pas indépendant de son employeur, et là je parle du management, croire qu'un directeur juridique aura peur d'aller dire à son CEO que telle opération est risquée ou pas souhaitable, c'est pas connaître Le d'abord métier. le métier, deux, les directions juridiques, trois, les CEO français. Là, je parle de la France, mais c'est encore plus vrai aux États-Unis, qui sont demandeurs de freins. Si vous voulez, il est évident que s'ils payent cher quand même, parce que les salaires en entreprise sont parfois intéressants, des juristes, c'est pas pour avoir des bénis oui-oui, c'est parce que ils attendent. Moi, je me souviens un de mes interlocuteurs à la direction commerciale d'un groupe américain qui me disait je dors bien la nuit parce que tu es là et je sais que je ne sauterai pas de la falaise parce que tu m'en empêcheras. Donc, je crois qu'il y a une vraie liberté des directeurs et des directrices juridiques de porter les sujets. Ce n'est pas parce qu'il y a un lien hiérarchie, ça ne va pas empêcher. Au contraire, je pense qu'un directeur juridique qui ne serait pas capable de dire à sa direction qu'il y a un problème, là je pense qu'il faudrait que la direction s'en sépare, c'est qu'il ne ferait pas son job. Hmm. Alors, tu en as parlé tout à l'heure, la distinction justement du juriste d'entreprise avocat, c'est vraiment une spécificité française. C'est même voir une étrangeté souvent parfois incomprise par certains voisins européens. Mais d'après ton expérience qui est très internationale, est-ce que le General Counsel est vraiment synonyme de directeur juridique à la française? Alors, je ne crois pas, hein, je crois qu'un jour peut-être on y sera, mais je pense que ce qui est intéressant, c'est que la fonction de secrétaire général, qui a toujours existé en France et qui continue à exister, elle prend un tournant assez intéressant aujourd'hui. On voit que les grands secrétaires généraux des entreprises du CAC 40 ou des fleurons français aujourd'hui sont souvent des anciens directeurs juridiques. Soit ils gardent la double casquette d'ailleurs, soit ils deviennent secrétaires généraux. On peut penser à Air France, on peut penser à Orange, on peut penser à Servier, mais il y en a mille autres. Enfin, mille, pas forcément, mais en tout cas un nombre intéressant. Et je pense peut-être, ma réflexion, elle est vraiment ouverte, je n'ai pas d'idée préconçue, mais il me semble que le secrétaire général à la française, qui d'ailleurs est une fonction qui n'existe pas dans les autres pays, est un peu le general counsel à l'américaine. Ce qui malheureusement en creux veut dire que lorsqu'on est directeur juridique mais pas secrétaire général d'un groupe français, est-ce qu'on a les mêmes attributs de pouvoir et d'autonomie qu'un general counsel? Après, ce qui compte, c'est de regarder quel est le périmètre d'action. Les general counsel souvent reportent en partie au conseil d'administration ou sont partis du conseil d'administration ou sont partis d'autres conseils d'administration. C'est aussi le sujet justement du juriste dans les organes de gouvernance des entreprises. En France, on est encore très en retard, parce que fondamentalement, on a une conception du droit qui est, j'allais dire, qui est très maigre. On croit que le droit et que le juriste, c'est le redresseur de tort, le doorkeeper, comme disent les Américains, donc le gardien du temple, alors qu'en fait, c'est un outil d'arme, c'est une arme stratégique formidable, c'est un outil de conquête de marché. Mais voilà, mais pour ça, il faut être considéré. Il y a vraiment un changement de culture profond à faire. Et là, pour le coup, pas du tout chez les juristes. Je pense que les juristes français sont prêts, mais vraiment chez les dirigeants.
les entreprises. Dans le top management. Est-ce que tu n'as quand même pas vu ces dernières années que le positionnement du directeur juridique avait quand même évolué au sein de l'entreprise? Il faut être optimiste, oui, il y a quelques frémissements. Moi, je travaille pour des Américains, oui, c'est-à-dire que il y a peut-être une mise en route, mais pour moi, quand je reviens des États-Unis, bon là, j'y vais plus, mais et que je travaille pour le Cercle Montesquieu avec les directeurs juridiques français, j'ai l'impression de faire un voyage dans le temps par rapport aux États-Unis, mais je pense aussi par rapport à l'Australie ou à Singapour. Il y a vraiment, ou à l'Angleterre, tout simplement. En Allemagne également, le statut du juriste. En Allemagne, c'est aussi dû, parce que tout a une racine, c'est aussi dû à la valeur des études de droit. En Allemagne, les études de droit sont parmi les plus difficiles, vont les meilleurs étudiants. Et donc, les juristes sont incroyablement reconnus et glorifiés, j'allais dire, et en tout cas Oui. utilisés par les entreprises de la meilleure des manières, d'abord parce que c'est une ressource très chère, puisque ce sont les meilleurs. Donc, quand on est cher, on est précieux. Et à ton avis, à part, tu l'as dit, un changement de positionnement par rapport au top management, enfin, et que le top management prenne vraiment le sujet à bras le corps, qu'est-ce qu'il faudrait en fait pour que ça évolue et que le directeur juridique prenne toute sa place comme il l'a en fait dans les pays anglo-saxons en fait? Alors, il y a Qu'est-ce qui lui manque à part, par ce positionnement, mais comment il pourrait le créer ou le revendiquer en fait? Alors, si j'avais la clé, ce serait fait. Je ne sais pas, il y a plein d'éléments, c'est une mosaïque, mais comme je le disais, c'est une question de culture. Comme ça me fait penser à ce que disait notre ami Antoine Garapon, qui expliquait qu'il y avait quand même aussi une culture des élites. C'est-à-dire qu'en France, les élites du droit, j'allais dire, elles ont été un peu kidnappées, enfin l'élitisme parmi les juristes a été kidnappé par le Conseil d'État. Donc aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, hein, depuis que le Conseil d'État existe, les grands juristes, dans l'idée fantasmagorique que l'on peut se faire, sont finalement les juristes de droit administratif. Donc là, il y a quelque chose qui est mal emmanché, j'allais dire, du point de vue du droit commercial. C'est une des réponses, mais après, que faire? Je pense qu'il faut en effet changer la culture des élites. Moi, je crois beaucoup, je l'ai dit rapidement, aux juristes administrateurs, c'est-à-dire que je pense qu'il faut qu'il y ait plus d'hommes et de femmes de droit dans les conseils d'administration. Et alors là, je ne milite pas pour les juristes d'entreprise, avocats, professeurs de droit, qui on veut, mais il faut que les conseils d'administration, les COMEX bien sûr, mais même au niveau des conseils d'administration, se dotent, et là aussi il y a un frémissement, ça commence, de beaucoup plus de directeurs juridiques, mais pas du tout pour qu'ils disent le droit, pour qu'ils offrent la capacité cérébrale qu'ils ont dans les réflexions, dans les sujets de réflexion. Les juristes, partage d'expérience. voilà, les juristes sont des gens logiques. Il faut être très logique pour faire du droit, en tout cas du droit civil. Sont des gens d'expérience, comme tu l'as dit, Delphine. Et puis, ce sont des gens qui sont courageux parce qu'ils ont l'habitude de prendre des décisions. Donc, ils ont beaucoup de qualités de leadership qui pourraient être utilisées à bien d'autres choses que simplement dire et appliquer le droit. Le droit, oui. Et alors justement, si on imagine à terme, dans quelques années, ce nouveau positionnement du directeur juridique qui pourrait devenir General Counsel ou secrétaire général bis, plus, on va dire, à ton avis, quelles compétences et quelles ressources il va développer, ce nouveau, entre guillemets, ce nouveau directeur juridique? Je pense qu'il sera plus directeur que juridique. C'est-à-dire que si on veut tout de même regarder dans les deux sens le sujet, j'ai beaucoup parlé de nos camarades directeurs commerciaux, directeurs généraux avec qui on travaille, et qui ne nous considèrent pas assez comme j'allais dire, des interlocuteurs privilégiés pour gérer des questions de business, mais il faut dire aussi que les directeurs juridiques se définissent souvent trop comme des juristes et pas assez comme des directeurs. Donc, il faut les aider. Il faut qu'ils apprennent à faire à avoir la capacité de mener des matières qui ne sont pas celles strictement juridiques, apprendre également les principes de la comptabilité. Je suis quand même assez atterrée de voir qu'il y a encore beaucoup de directeurs ou directrices juridiques qui ne sont pas à l'aise
avec les outils de gestion des entreprises. Et alors, Delphine, tu me le sers sur un plateau, mais il y a quand même une formation formidable qui existe en France, qui répond à tout ça, qui est la formation de Sciences Po, qui s'appelle Executive Master General Counsel, qui est l'EMGC, qui est la formation continue qui a été mise en place par Sciences Po et par le Cercle Montesquieu, et qui offre justement la possibilité à des responsables juridiques d'apprendre d'autres choses que le droit, tout sauf du droit, pour pouvoir compléter leur parcours, j'allais dire, éducatif, et être capable de développer ces outils-là et passer à une phase supérieure de leur carrière. Ouais, donc ça leur permet de développer effectivement peut-être d'autres méthodologies, des soft skills qu'ils n'auraient pas, un leadership, etc. C'est ça? Oui, c'est un espèce quand on regarde, c'est une forme de MBA qui aurait été structuré et organisé particulièrement pour les directeurs juridiques. Il y a aussi des avocats qui font ça, c'est intéressant. Dans les promotions, il y a toujours quelques avocats aussi. Donc voilà, donc tout sauf du droit, je pense qu'il faut que nous aussi, on regarde ce qu'on peut améliorer et on doit s'ouvrir et apprendre à travailler de manière, j'allais dire plus business, plus ouverte sur les réalités de l'entreprise. Alors justement, là aussi, tu me le sers sur un plateau, mais pour les juristes, les plus jeunes qui nous écoutent, quels conseils justement tu leur donnerais pour ceux qui veulent évoluer et se positionner comme directeur juridique? Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? Alors, c'est affaire d'opportunité, affaire de chance, mais c'est vrai qu'une carrière, ça ne doit pas se construire de manière tout à fait mathématique, parce que moi, je crois beaucoup à l'impromptu, mais simplement la chance, ça se crée. Donc, il est évident que si on veut faire carrière dans l'entreprise, c'est toujours intéressant, mais pas du tout obligatoire, d'avoir un parcours à la fois juriste et école de commerce. Et je ne dis pas du tout obligatoire parce que je connais pas mal de directeurs juridiques et je m'inclus dedans qui n'ont pas eu ce parcours-là. Moi, je m'étais posé la question, puis finalement, j'ai eu un parcours purement juriste. Mais c'est intéressant, non pas tant pour le diplôme. Les jeunes diplômés sont malheureusement persuadés que les diplômes vont tout faire pour eux. Moi, quand je recrute, bien sûr, un beau diplôme, ça m'impressionne, mais ce n'est pas nécessairement le moteur premier pour un recrutement. C'est beaucoup plus la capacité que le candidat a de dérouler son projet, je pense. Donc éventuellement, école de commerce, et encore une fois, plus pour ce qu'on va y apprendre, ou une université. Il y a des masters maintenant à l'université qui sont remarquables pour apprendre les affaires, pour apprendre à la gestion des entreprises ou le commercial. Et puis, donc ça, c'est quand on est encore au niveau universitaire, mais la formation continue maintenant, comme je le disais, offre beaucoup de choses. Et puis après, c'est si vous êtes avocat, allez en entreprise pour apprendre le métier. Si vous êtes en entreprise, faites-vous confier des missions qui vous permettent de fréquenter le plus possible les équipes commerciales et qui vont vous, en fait, j'allais dire par familiarité, par capacité de passer du temps avec elles, vous allez apprendre, par capillarité, c'est le mot que je cherchais, vous allez apprendre en les regardant. Alors, ce sera ma dernière question. À ton avis, quelles sont les dernières tendances très innovantes dans le monde juridique aujourd'hui? Les tendances innovantes, je ne sais pas. En tout cas, les tendances nécessaires, je le disais, c'est la digitalisation des professions. Les métiers nouveaux, pas tant que ça, mais qui deviennent vraiment des métiers de la direction juridique, je l'ai effleuré tout à l'heure, c'est la compliance de manière très large, c'est le legal operation, ça, je ne sais même pas comment on peut le traduire en français, mais c'est… pour l'instant, il n'y a pas de traduction, effectivement, je crois. Donc, tout le monde comprend ce que ça veut dire. Ça, c'est vraiment à la fois une nouvelle tendance, un des nouveaux métiers du droit. Et là, la deuxième expertise, c'est le droit. Et alors là, pas tant le business, mais plutôt la technologie, sans être nécessairement codeur. Après, il y a toujours des extrêmes. Les gens disent maintenant, il faut que les jeunes avocats sachent coder. Oui. Moi, je ne crois pas du tout à ça. Si ça leur fait plaisir, c'est très bien. En revanche, qu'ils comprennent comment on code, oui, il faut comprendre l'outil et savoir le fabriquer. Il y a plein de gens qui font ça. Les ingénieurs font toujours mieux que nous, donc ne nous perdons pas là-dedans. En revanche, comprendre comment ça fonctionne, oui, ça c'est vrai que c'est intéressant.
Donc, Legal Operation, une grande tendance. Les DPO, alors une tendance pas nouvelle, mais qui ne fait que s'amplifier. Toutes les questions et les métiers autour de la donnée sont vraiment des métiers d'avenir. Donc ça, c'est des métiers un peu d'experts quand on réfléchit, mais qui ont, à mon avis, de très beaux jours devant eux. Voilà, donc c'est ça, les sujets. Après, on n'a pas du tout parlé de la RSE. C'est ça, pour le coup, c'est une tendance. Avec, en France, en plus, j'allais dire, un canevas législatif maintenant. On commence à avoir des ouvrages, je pense à l'ouvrage d'Alexandre Menet qui a été récemment écrit sur le sujet, qui sont très intéressants. La RSE, c'est pas que du droit, mais c'est aussi du droit. C'est pas que l'affaire des directions juridiques, mais c'est aussi l'affaire des directions juridiques. C'est la question large de la gouvernance. Et là, je pense que pour le coup, c'est vraiment une des nouvelles tendances. Ça veut dire que les métiers ne sont pas forcément encore très bien créés. Il y a bien sûr des tas de poches dans l'entreprise. Le développement durable existe. Donc, il y a des spécialistes sur des morceaux de la RSE. Mais penser à la RSE en soi et réfléchir aux nouveaux métiers de la RSE, je pense que là, c'est une tendance présente et future. Bon, c'est plutôt bien de finir sur les nombreuses opportunités qu'offre le monde du droit, en tout cas aujourd'hui, pour tous les jeunes juristes. Donc, on terminera là-dessus. Un grand merci, Laure, pour ta confiance et le temps que tu m'as accordé pour ce podcast. Vraiment, merci beaucoup et à très bientôt. Merci. Vous retrouverez toutes les références citées sur mon site www.toutdroittoutsimple.com. Vous pouvez également suivre l'actualité de Tout droit tout simple sur LinkedIn. Si vous avez un projet, un métier, une vision du droit à partager, contactez-moi. Ah, j'allais oublier, abonnez-vous au podcast et laissez un avis si vous l'appréciez. Merci et à bientôt!